je ne vais pas dire les partis d'opposition, mais les différents partis en fait. Ce qui gêne tout le monde en Algérie, c'est cette opacité. Il y a une opacité politique vraiment incroyable parce qu'on ne sait pas. Tout ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il va y avoir une commission électorale qui va se réunir normalement en début d'année pour décider de la date des élections. Sauf que tout le monde en Algérie parle d'une volonté de reporter ces élections. À quand? À quelle date? On ne sait pas. Donc, le FLN s'est déjà prononcé en disant qu'il souhaitait un 5e mandat pour Abdelaziz Bouteflika. On y reviendra d'ailleurs sur la candidature de Bouteflika. Le problème, c'est que lui, il ne s'est pas prononcé à titre personnel. Il n'a pas dit je vais me présenter ou je ne vais pas me présenter. Ce sont donc les fans de Bouteflika qui disent qu'il va se présenter pour un 5e mandat. Sauf qu'il y a beaucoup de spéculations au sein de tous les partis. Il y a plein de rencontres entre les partis politiques, aussi bien de l'opposition que du FLN, etc., pour essayer de trouver une formule. Quelle sera la formule magique qui pourra convaincre d'une date des élections? Là, on opte plutôt pour un report. Peut-être, c'est ce que les gens disent. Sans donner trop d'explications sur ce report, en fait, à part le fait qu'en gros, on n'est pas prêt encore, ou qu'est-ce qui est avancé comme... Ils sont pas prêts encore, ils savent toujours pas, est-ce que le président va se représenter ou pas, quel est l'homme providentiel, est-ce qu'on peut trouver une personnalité susceptible d'être ou un homme de consensus, fédérateur qui pourrait être la personnalité qui serait vraiment assez compétente pour tenir un pays comme l'Algérie. Voilà ce que les gens disent. Mais le problème, c'est que il n'y a pas de transparence. On ne sait pas, même en lisant les médias algériens, on ne comprend pas grand-chose. Je pense que tout le monde navigue à vue. Ils attendent, c'est vraiment une position d'attente, attendre que ça se passe, attendre que cette commission électorale se réunisse pour avoir un peu plus de nouvelles. Alors justement, Abdelaziz Bouteflika, le président sortant, alors il est aussi au cœur effectivement de ces discussions de ces dernières semaines. Alors on sait qu'il y a de fortes chances qu'il soit à nouveau candidat, on en parle, certains médias en parlent, vous avez dit vous-même qu'au sein du FLN on en parle aussi, mais comment est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'on parle d'un 5e mandat pour un président dont l'état de santé est ce qu'il est? On le sait aujourd'hui, il est très affaibli, il est malade, et on parle encore d'un 5e mandat. Est-ce que c'est effectivement cette recherche du consensus? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres hommes providentiels, ou est-ce que ça intéresse Abdelaziz Bouteflika de rester au pouvoir? Le problème, c'est qu'au niveau des responsables algériens, ils croient que c'est un tabou. Or, tout le monde en parle. Donc, oui, en Algérie, tout le monde en parle déjà. Tout le monde parle de l'état de santé du président. On a essayé de dire au début, non, c'est un tabou, on n'en parle pas, etc. Mais tout le monde parle de son état de santé parce que tout le monde le voit. Le report des rencontres avec les officiels quand ils arrivent en Algérie. Oui, on a vu avec Mohamed Ben Salman dernièrement. On le voit sur une chaise roulante. Enfin, c'est clair, les symptômes sont là. On sait qu'il est malade, on sait, etc. Mais je ne sais pas... Alors, on entend beaucoup sur l'institution militaire qui est susceptible d'homologuer X ou Y. Sans les militaires, on ne peut rien faire. Sauf qu'il y a eu pas mal de chaises musicales, même au niveau des services en Algérie et de l'armée. Il y a eu plein de promotions, il y a eu plein de changements à la tête de différents services. Mais on ne sait pas, en fait, qui tire les ficelles. Alors, en parlant d'autres possibilités, il y a l'Akhdar Brahimi, j'ai l'impression que ça revient à chaque fois. Alors, on en a reparlé dernièrement, il y a eu des spéculations autour d'une possible candidature. Je pense qu'il a plus de 80 ans aujourd'hui, l'Akhdar Brahimi, il a 84 ans, il me semble. Mais l'ancien diplomate algérien, lui, alors il s'exprime sur les élections, mais il dit « je n'ai aucune ambition présidentielle ». Donc, en gros, c'est réglé pour lui. Il faut le croire, c'est un diplomate chevronné et je ne pense pas... Reconnu sur le plan international, reconnu depuis X temps, pas depuis qu'elle a été nommée envoyée spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Syrie ou ailleurs. Mais c'est un diplomate chevronné. Je ne pense pas, ayant beaucoup lu sur l'homme, je ne crois pas qu'il va se mouiller dans des élections dont il n'est pas sûr de l'issue. Pour finir, Saif el-Islam Kadhafi, c'est le fils du guide libyen qui est mort. Alors, il paraît, lui, qu'il s'est prononcé en Russie sur une possible candidature à une présidentielle en Libye. Il ne s'est pas prononcé en Russie. En fait, il y a eu une lettre qui serait partie, qui aurait adressée à Vladimir Poutine pour le 4 décembre. On ne l'a pas vu encore. Oui. Il est en liberté, mais on ne le voit pas. Oui. Il est à Zentan, mais on ne sait pas où.
Apparemment, il s'est marié, il a un fils, mais on ne sait Mais pas avec qui. On sait pas avec qui. Et là, maintenant, il est en train d'avoir plein d'émissaires à remettre C'est ça, des lettres en main propre à tous les chefs d'État à travers le monde Ouais. pour dire, moi, je suis pour les élections. c'est ça. Et il a fait piloter un sondage, apparemment, dans un journal pour dire que plus de 90% des Libyens sont Voudrait pour devis. qu'il se présente aux élections. D'accord. Donc, il y a une volonté d'essayer de récupérer les anciens pour sortir un peu de ce marasme qui existe actuellement en Libye. Mais est-ce que c'est lui l'homme providentiel, Saif el-Islam? Ouais. Je ne sais pas. Mais en tout cas, lui, oui, il veut se présenter. Le seul problème qu'il a, c'est la Cour pénale internationale. Bien sûr. Et apparemment, il a chargé plein d'avocats internationaux pour essayer d'éviter Oui, cette pierre Cour d'achoppement et essayer de se présenter en bonne et due forme. Mais lui, il soutient le processus électoral en Libye. Merci beaucoup, Toffer. On va finir avec du sport. Alors, c'est un peu plus gai que la politique. Alors, je compte sur vous, Hugo. Parfois, c'est aussi Et puis, complexe. en plus, alors, on va commencer avec du football féminin. Donc, la Coupe du monde du football féminin aura lieu en France, ici, du 7 juin au 7 juillet. C'est un sport, d'ailleurs, qui a gagné un peu plus de visibilité ces dernières années. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette Coupe du monde? Et bah justement, il faut qu'elle acte ce gain de visibilité, il faut qu'elle acte la progression du football féminin en termes de jeu, mais également en termes d'exposition Oui, médiatique. Ça, c'est quand même important. Gianni Infantino, le président de la FIFA, l'avait expliqué au moment du lancement de la billetterie pour le grand public. Il avait dit qu'à travers cette Coupe du Monde, il fallait qu'enfin on puisse considérer le football féminin comme Qui a commencé en légal. 91. La Coupe du monde, féminine a commencé, c'était 61 ans après la première Coupe du monde masculine. Ouais, donc il y a un sacré retard à rattraper, forcément. Néanmoins, si on s'arrête, si on garde l'échelle de la France, la pratique du football féminin augmente, son exposition médiatique également. Les droits télé, ils ont explosé par rapport à la précédente édition. Mais pour que la fête soit belle, il faut évidemment que les stades soient remplis. Alors, les organisateurs, selon moi, ont plutôt fait du bon travail à ce niveau. Les prix sont attractifs. Apparemment, les billets se vendent bien. Les enceintes, il y en a 9 qui ont été retenues pour accueillir les rencontres de la compétition. Elles sont pour la plupart de taille relativement moyenne, modeste. On va remplir des stades plutôt moyens parce que c'est plus facile à remplir bien sûr. forcément. Mais le stade de Lyon, le plus grand, qui accueillera parmi ceux qui accueilleront les rencontres du tournoi et qui accueillera les demi-finales et la finale, apparemment, les billets se vendent très bien à Lyon. Il faut dire que Lyon, c'est une place forte du football français. Le club est très très performant, l'un des plus performants en Europe, mais pour que la fête soit encore plus belle, il faudra un beau parcours de l'équipe de France pour que vraiment... pour que ça attire un peu plus de monde en France, surtout. Et puis que cette... il faut qu'il y ait une solidarité l'essor du football féminin soit mais il y accompagné aura par la cette Coupe du Monde. Il faut qu'il y ait une solidarité féminine et que les hommes aussi aillent regarder les matchs. Exactement. Nous invitons tout le monde à se rendre dans les stades et remplir les stades pour cette Coupe du Monde. Alors, on va parler de football masculin, c'est un peu plus compliqué. La Coupe d'Afrique des Nations. C'est moins intéressant. Parce que, non, mais vous parlez de solidarité, mais là, il y a toujours des problèmes. Du 15 juin au 13 juillet, alors on ne sait pas où, par contre, parce que c'était censé être au Cameroun. Finalement, ça lui a été retiré et on ne connaîtra le pays hôte que le 9 janvier. Qu'est-ce qui se passe avec la CAN? Alors, on l'avait vu venir depuis quand même assez longtemps, ce retrait de l'organisation au Cameroun. Oui. Ce qu'on avait moins vu venir, c'est la confusion qui règne quand même depuis que cette annonce et cette décision a été prise. Pour l'instant, 2 pays candidats pour reprendre le flambeau, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Alors, en termes d'infrastructure, on a peu de doutes sur la capacité de ces pays à accueillir la rencontre. Néanmoins, on n'est pas tout à fait certain que le pays organisateur annoncé le 9 janvier soit l'un de ces 2 pays. Il y a vraiment une grande confusion là-dessus. On peut s'attendre à tout. Donc il y a une grande incertitude sur le pays hôte de cette première CAN à 24 équipes. Il faut rappeler que le cahier des charges a changé suite à l'élection du président Hamad en mars 2017. Donc 24 équipes. Donc les infrastructures, a priori l'Afrique du Sud et l'Égypte, les ont. La volonté gouvernementale n'est peut-être pas suffisamment forte du côté de l'Afrique du Sud. Les problèmes de sécurité peuvent se poser également dans les 2 pays. Le Maroc a longtemps été considéré comme le favori pour reprendre l'organisation du tournoi. Officiellement, il n'est pas candidat, mais est-ce à dire qu'il ne sera pas le pays hôte à la fin? On a encore jusqu'au 9 janvier. Exactement. À mon avis, le suspense restera complet jusqu'au bout. Et puis, il y a encore d'autres interrogations sur le fameux glissement. Le Cameroun... On avait compris que le Cameroun accueillerait la CAN finalement en 2021, puis que la Côte d'Ivoire elle glisserait en 2023 et peut-être la Guinée en 2025. Mais là encore, tout n'est pas... La fédération aujourd'hui dit on va d'abord traiter 2019 avant de s'occuper de Exactement. 2021, donc il y a une etc. confusion qui dépasse même encore le cadre de la CAN 2019.
On va finir par un sport de gentleman, le rugby. La Coupe du monde de rugby à 15 aura lieu donc au Japon du 20 septembre au 2 novembre. La demande de billets a explosé, paraît-il. Alors là, c'est pas du tout le même problème que la Coupe du monde féminine, mais pour cette première Coupe du monde en Asie, c'est un enjeu en fait, parce que en gros, on espère que ça relancera un peu le rugby en Asie. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première Coupe du monde de rugby qui se tiendra en dehors d'un territoire, on va dire, historique du rugby, hors d'un pays du Commonwealth, ou hors de la France. La France qui accueillera, elle, l'édition 2023. Donc c'est effectivement un défi pour le Japon, un pays où on joue au rugby depuis longtemps, depuis la fin du 19e siècle, mais le Japon reste quand même une nation émergente, et l'Asie reste quand même, on va dire, un continent émergent du rugby. Donc effectivement, c'est un véritable défi. Après, effectivement, j'ai lu que les demandes de billets étaient beaucoup plus fortes que le nombre de billets mis en vente. Après avoir le résultat il y a une équipe japonaise. Sportif, il y a une équipe japonaise. De sumo, effectivement. Non, il y a une équipe de rugby qui avait notamment battu au rugby. et qui avait notamment battu l'Afrique du Sud lors de la précédente édition. Donc elle peut progresser aussi, cette équipe japonaise. Et puis en France, on est mal placé pour donner des leçons. Je pense. Et si on n'a pas de billets pour le rugby, venez.